Alors, donc ce que je vous disais, aujourd'hui, on va voir les principaux même, paramètres à programmer. Et bon, voilà, je viens d'implanter l'appareil et je tombe donc sur cet écran. Avant d'arriver aux paramètres à programmer, il y a des écrans qu'il faut remplir. Et vous voyez que sur ces écrans-là, bon, ben voilà, la date de l'implantation, par exemple, il y a des astérisques rouges. Et ces astérisques rouges, si vous ne les remplissez pas, mais vous ne pouvez pas passer à l'écran d'après. Donc voilà, il faut. Voilà. La date d'implantation, bon, ben, on va le mettre, ça va être important hein, par rapport au calcul de la durée de vie de l'appareil. Information patient, vas-y, rentre dedans. Voilà, donc là, vous avez tout un tas de choses là aussi qui sont importantes pour la télésurveillance après, hein, qu'on sache de quel patient. Bon, là, on va mettre un patient fictif, mais en gros, voilà. Donc, pas mal d'informations qu'il faut penser à remplir. Ça va faciliter la vie des gens qui vont assurer la télésurveillance après, quoi. OK. Donc, la date de naissance, elle est importante essentiellement parce qu'il y a au moins un critère. Vous verrez, quand on définit une tachycardie, vous verrez ça. La limite, elle est fixée par rapport à l'âge. La limite de fréquence, alors vous pouvez la modifier, évidemment, je vais vous remontrer juste après. Mais en tout cas, elle est fixée par rapport à l'âge, c'est 230 moins l'âge du patient. Et donc, vous allez voir, donc ça, c'est une donnée qui est importante à rentrer. Vas-y, continue. OK, vas-y. OK, information médecin, bon, ça, voilà, vas-y. Vas-y, avance. OK, programmer. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut changer l'écran. Raison du contrôle, ça c'est une donnée voilà, qui est aussi importante parce que ça va modifier la priorité des alertes qu'on va envoyer. Donc clique dessus. Voilà, donc vous avez une différente raison et on sait, bon, en gros, les deux principales indications pour la pose d'un holter implantable, c'est la syncope et l'AVC cryptogénique. Bon, il y a aussi les palpitations, il y a quelques patients qui sont implantés pour ça. Voilà. Donc, vous devez choisir effectivement ça, et ça c'est important parce que ça va fixer ensuite la priorité dans les alertes que vous allez envoyer. Donc, en fonction de l'indication, il y a des alertes qui seront envoyées ou pas. Enfin, qui seront prioritaires ou qui ne le seront pas. Vas-y, avance. OK. OK. Vas-y, passe. Bon, l'heure de la transmission en nominal, effectivement, elle est à minuit. Voilà, c'est sur une durée de 5 heures. Mais ça, on reverra bien quand on refera la télémédecine. La prochaine fois, on fera toutes les spécificités du suivi de la télémédecine. Vas-y, programmer. Donc, pardon, voilà. Donc là, on arrive voilà, sur les paramètres à programmer. Donc, une fois, voilà, je vous dis, il y a cette première étape où il faut impérativement rentrer les informations. Si vous ne le faites pas, ben, vous ne pouvez pas continuer de toute manière. Hein, voilà. Tant que vous n'avez pas rempli les astérisques, vous ne pouvez pas programmer et changer d'écran. Alors, voilà ce que l'on a. En gros, un holter implantable, il y a deux choses qu'il faut avoir comprises. La première, c'est qu'on va fournir éventuellement, en fonction de l'indication, un activateur au patient, c'est-à-dire un dispositif où lui-même va pouvoir déclencher l'enregistrement d'un tracé. Donc, c'est ce que l'on appellera symptôme. On va vous montrer ça. Et ensuite, vous avez détection, où là, vous avez la tachybradie, pause et TAFA, où là, l'idée, c'est que l'appareil de lui-même va enregistrer automatiquement des épisodes et un tracé s'il diagnostique une tachycardie, une bradycardie, une pause ou une EFA. Vous voyez, donc il y a deux possibilités d'enregistrement, soit des enregistrements initiés par le patient, il applique l'activateur, il appuie sur le bouton et ça va bloquer un EGM, soit il va y avoir des enregistrements automatiques, donc là le patient n'a rien à faire, c'est passif, et donc l'appareil va réussir à enregistrer ça. Alors ça c'est important à comprendre, hein, parce que par exemple dans la syncope, quand on implante un holter implantable dans le cadre d'une syncope, c'est assez paradoxal, mais l'idée c'est qu'on espère que le patient va récidiver, va refaire une syncope et qu'il va, avec son activateur, enregistrer le tracé. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une concordance entre les symptômes et un tracé ECG. Pour avoir la preuve qu'il se passe quelque chose, il faut une récidive symptomatique, donc une nouvelle syncope, et là, on aura l'électrocardiogramme contemporain. Donc ça demande la participation active du patient. Alors, ce n'est pas très difficile à comprendre. L'immense majorité des patients sont en capacité, un, de comprendre comment ça fonctionne, et deux, d'appliquer le dispositif une fois qu'ils ont syncopé.
Il se trouve qu'il y a certains patients qui ont parfois une compréhension qui est difficile, qui ont des capacités motrices aussi qui sont difficiles. Il se trouve que quand on a syncopé, parfois, on peut avoir un traumatisme important. Voilà. Je vais vous expliquer comment ça marche après pour lancer l'initiation de l'enregistrement, mais il y a des patients qui vont avoir un traumatisme et qui ne seront pas en capacité finalement d'appliquer le dispositif. Et c'est pour ça qu'il va y avoir la capacité pour l'appareil d'arriver tout seul au diagnostic et donc d'enregistrer automatiquement. Donc, par exemple, si le patient fait une grande bradycardie au moment de sa syncope, eh bien, l'appareil enregistrera automatiquement la bradycardie quand il aura diagnostiqué. La deuxième grande indication, ça va être la fibrillation auriculaire. Et donc, les patients qui ont fait un AVC souvent cryptogénique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cause. Et là, l'appareil, il est implanté pour enregistrer les épisodes de FA. Et là, souvent, on sait que les FA sont asymptomatiques. On parle de FA silencieuse. Les patients ne savent pas qu'ils font de la FA, et c'est pour ça que derrière, ils vont faire un AVC. Et donc là, il est évident que ça va pas être, il n'y a pas de symptômes puisque les patients sont asymptomatiques. Donc là, le patient ne va pas pouvoir déclencher l'enregistrement parce qu'il n'est pas au courant qu'il faille de la FA. Donc là, il est impératif qu'il y ait un diagnostic automatique par la machine. La machine va analyser en permanence l'électrocardiogramme et quand elle fera le diagnostic de FA, eh bien, elle lancera l'enregistrement et je vais vous expliquer comment. Alors, la première chose, je vais vous montrer des tracés maintenant pour essayer de vous faire comprendre voilà, comment ça fonctionne et avantages, inconvénients et comment on peut essayer d'optimiser les réglages. Alors, la première chose en haut, c'est que vous avez symptômes. Si tu cliques dessus, 4 épisodes de 7,5, donc vous voyez, vous avez 3 choix, en gros. Vous avez la possibilité, en gros, il y a une quantité limitée de mémoire de GM à l'intérieur de cet appareil. Pour tout ce qui est symptômes, il va réserver 30 minutes au total. Donc, vous avez la possibilité, donc reclique sur 4, 4 épisodes. Voilà. En gros, en nominal, c'est comme ça, et généralement, on ne le modifie pas. L'idée, c'est qu'il est en capacité de stocker et d'enregistrer 4 épisodes symptomatiques, et pour chaque épisode, il va enregistrer 7 minutes et demie. Donc, vous imaginez bien, l'idée, là, c'est dans le cas de la syncope. L'idée, c'est quoi? On lui dit au patient, quand vous avez syncopé, quand vous avez perdu connaissance, une fois que vous revenez à la conscience, vous prenez 30 secondes pour vous remettre, et là, vous allez appliquer l'activateur. Quand on va appliquer l'activateur, je vais vous montrer un tracé ensuite, l'activateur va geler les 7 minutes et demie qui précèdent, en gros. Donc, en gros, pour faire simple, il va enregistrer, mais je vais vous montrer un tracé pour ça. Donc, vous avez 3 choix, soit 4 épisodes de 7,5, soit 3 épisodes de 10, 2 épisodes de 15. Je vais partager l'écran maintenant et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà un épisode qui est classé ici. Donc ça, c'est un tracé enregistré par le Holter implantable. Et vous avez ici, voilà, détail, épisode, symptômes. Donc ça veut dire que ça rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire que c'est le patient qui a activé, avec son activateur, qui a activé l'enregistrement. Et vous voyez, la première chose que vous avez, c'est un graphe. Et ici, c'est le temps, et ici, ce sont les fréquences. Vous voyez, le moment où il a activé, c'est marqué symptômes ici. Donc, à partir du moment où il a activé, il va y avoir un enregistrement de 1 minute après l'activation. Mais surtout, ce que vous voyez, c'est qu'il y a 6 minutes et demie qui précèdent l'activation. Donc, en gros, quand le patient a syncopé, s'il met quelques secondes, même 1 minute, voire 2 minutes à se remettre et à appliquer, pour geler l'enregistrement, eh bien, vous allez avoir les 6 minutes qui précèdent, et donc vous allez pouvoir avoir l'électro contemporain du symptôme. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de lui dire, dès que vous avez syncopé, il faut que vous vous réveillez tout de suite et activer. Il a un peu le temps, puisqu'on va geler vraiment à peu près 6 minutes et demie qui précèdent l'activation. OK? Bien. Donc, ça, ce sont des points, et on voit en fait, chez ce patient-là, c'est une présentation très particulière. Je vous montre un premier tracé, quelque part avec un tracé qui est strictement normal. On voit que tout le long de l'épisode, la fréquence cardiaque, elle reste strictement normale. On n'a ni baisse, ni accélération, et 100 battements, ici c'est 50, donc on est de l'ordre de 60, 65 battements par minute. Donc il n'y a aucune variation de fréquence. Vous avez ensuite accès à l'électro. Alors, ce qui est particulier, c'est que vous avez une seule dérivation. Donc, ce que vous voyez, c'est par rapport à un électrode de surface, vous avez une seule dérivation. Mais quand on regarde bien, oui, on voit clairement. Alors là, le tracé, il est quand même relativement filtré, mais on voit bien l'onde P,
le QRS long de T, long de P, QRS long de T. À chaque fois qu'il y a une détection d'un QRS, vous avez le marqueur VS. VS, ça veut dire ventricular sensing, ça veut dire que l'appareil a détecté un ventricule spontané. Vous voyez, il vous dit, il y a des ventricules spontanés avec des intervalles de l'ordre de 830, 820 millisecondes, donc ça veut dire qu'on est autour de 70 battements par minute. Si on regarde le tracé, on va voir que donc ça se suit, hein, ça se lit dans ce sens. On voit que le tracé reste strictement normal tout le long. Et donc, vous allez avoir jusqu'à 7 minutes et demie de tracé qui reste donc strictement normal tout le long. Pas grand intérêt à avoir un tracé normal comme ça, mais en gros, on reste sur un tracé strictement normal pendant tout l'épisode. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, le diagnostic, et je vous montre juste ça, sur le tracé, ce marqueur-là, ici, c'est le moment où le patient a appliqué son activateur. Donc, on voit qu'à partir de là, vous aurez 1 minute après et vous aurez 6 minutes et demie avant. Donc, il applique là, et ce que vous voyez ici, c'est les électrocardiogrammes avant qu'il applique l'activateur, et donc, a priori, contemporain des symptômes. Là, c'est un patient qui avait des hypothymies sans perte de connaissance. Alors, le Holter implantable, ça permet plusieurs diagnostics. Le premier, si on est dans le cadre de la syncope, de la perte de connaissance, on aura un diagnostic si on voit une bradycardie importante. Voilà. Le patient est symptomatique, il syncope, l'électro montre une bradycardie, on dira syncope en relation avec la bradycardie. On a aussi un diagnostic quand on a une tachycardie très rapide, on va dire, voilà, patient a syncopé parce qu'il avait une tachycardie ventriculaire, par exemple. Le troisième élément de diagnostic, c'est quand le tracé reste normal. Parce que ça, c'est un élément important. Il y a des patients chez qui c'est vraiment pas ce qu'ils font. En tout cas, là, ce patient-là, il avait fait plusieurs épisodes de lipothymie, presque de syncope. On lui a mis le Holter implantable. Et qu'est-ce que l'on peut voir? C'est qu'au moment de ces symptômes, l'électro reste strictement normal. Donc, je ne peux pas lui dire ce qu'il a, mais en revanche, je peux lui dire ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire que ça, c'est quand même rassurant. On va pouvoir rassurer le patient. Et le patient va pouvoir lui dire, ben voilà, en tout cas, vous n'avez pas de bradycardie, vous n'avez pas de tachycardie, alors c'est peut-être une baisse de tension. Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas de bradycardie, tachycardie, le reste, c'est du domaine du peut-être, c'est peut-être une baisse de tension, c'est peut-être autre chose, voilà, mais en tout cas, le risque de mort subite, a priori, n'est pas important chez vous, puisque votre électrocardiogramme reste strictement normal. Alors ça, c'est une donnée qui est assez importante, parce que ça, vraiment, il y a beaucoup de patients qui vont se sentir rassurés. On a un électro contemporain, il n'y a rien, ça peut rassurer le patient. OK? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Sinon, je vais vous montrer tous les électros. Voilà. Alors, voilà un autre tracé. Un patient qui vient pour des syncopes à l'emporte-pièce. Ce que l'on appelle des syncopes à l'emporte-pièce, ce sont des patients qui, dans la vie de tous les jours, sont debout, marchent par exemple, et d'un coup vous disent « j'ai rien vu arriver, poum, je suis tombé d'un coup, je me suis fait un peu mal généralement en tombant. Et quand je me suis réveillé d'un coup en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillé par terre en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que l'on appelle une syncope à l'emporte-pièce. Et dans ce cadre-là, on suspecte quand même une origine rythmique. On n'est pas surpris du tout pour ce type de présentation s'il y a une grande bradycardie ou une tachycardie. Alors le problème, c'est que c'est difficile, voilà, sans l'électrocardiogramme contemporain de la syncope, d'arriver à un diagnostic. On ne sait pas si c'est une bradycardie, on ne sait pas si c'est une tachycardie, les traitements ne sont pas forcément les mêmes. Donc, dans ce cadre-là, on met un Holter implantable et parfois on arrive sur ce type de tracé. Donc, vous voyez, ici, symptômes, c'est le moment où il a activé, donc vous avez 1 minute de tracé après et vous avez aux 6 minutes et demie qui précèdent. Symptômes. Et quand on regarde bien avant, on voit ici une fréquence qui est normale, puis à un moment donné, on voit manifestement une chute de fréquence importante, puisque là, on va descendre pratiquement à zéro. Là, à un moment donné, il n'y a plus de QRS du tout. Puis la fréquence cardiaque va revenir normale. Et donc là, on sait que pour perdre connaissance, alors ça n'est qu'une moyenne, mais il faut un arrêt cardiaque, c'est-à-dire soit un rythme très très rapide, soit un rythme très très lent, de environ entre 6 secondes et 10 secondes. C'est variable en fonction des gens. Mais si vous n'avez pas de QRS du tout, si vous avez une asystolie pendant 6 secondes, ben la grande majorité des gens vont perdre connaissance. Entre 6 et 10 secondes, on va dire. Et donc là, on imagine bien, on va regarder, hein, mais on comprend pourquoi ce patient a perdu connaissance. Je vous montre aussi, c'est que, en plus, l'appareil, en plus, il est en capacité d'enregistrer lui-même un tracé
quand il fait un diagnostic. Donc ça, le diagnostic de pause, même si ça n'avait pas été enregistré par le patient, si le patient n'avait pas déclenché, dans les mémoires, on aurait trouvé ces épisodes correspondant aux pauses, parce que là, effectivement, il y a un ralentissement majeur. Alors, si on regarde le tracé, et vous avez votre tracé, alors on peut zoomer, mais qui au départ est normal, vous avez vos QRS et vos ondes de T, et puis, assez clairement, on voit ici un ralentissement net de la fréquence. On est toujours. Alors, ce qui est un peu difficile sur ce tracé-là, c'est que ce qui va être facile à faire, c'est diagnostiquer la bradycardie. En revanche, les bradycardies, il y a deux grandes causes. Il y a la dysfonction sinusale, c'est-à-dire que les ondes de P sont trop lentes, et il y a les BAV, c'est-à-dire que les ondes de P sont bloquées. Parfois, c'est difficile de bien voir les ondes de P, les QRS et les ondes de T. Là, par exemple, le tracé, il n'est pas parfait, mais quand même, je trouve que l'on reconnaît très très bien les ondes de P avant les QRS, puis les ondes de T. Là, je pense que c'est exactement la même chose. On a un ralentissement, vous voyez, important de la fréquence, mais on reconnaît toujours l'onde de T et le QRS. Donc ça, on est dans le domaine de la dysfonction sinusale, c'est-à-dire que le patient est lent au niveau des ventricules parce que les oreillettes sont lentes. Les oreillettes entraînent les ventricules, on a une onde de P et un QRS, on n'a plus d'onde de P ici. Alors on pourrait dire, ah mais ça, est-ce que ça n'en est pas? Alors moi je pense quand même qu'on reconnaît très bien les ondes de P quand elles sont là et qu'on peut le différencier par rapport au bout. Au bout du compte, ça ne changera pas grand-chose. Là, le patient est symptomatique dans le cas d'une grande bradycardie, donc je pense qu'il aurait une indication de PI. Mais on voit ici, pas d'onde de P, une onde de P, donc une pause. Et puis, vous voyez, là, la pause qui va durer une bonne quinzaine de secondes. Vous voyez, là, vous n'avez pas de QRS du tout sur ce tracé-là. Pas de QRS du tout. Et ici, ça repart avec une onde de P, un QRS, une onde de T. Vous voyez, je vous dis, de façon automatique, de toute manière, il avait détecté ici l'existence d'une pause. Donc ça, ce patient, clairement, on voit au décours de sa syncope, on a une bradycardie majeure. Il a fait 15 secondes d'asystolie. Là, il n'y aura aucun doute qu'il y aura une indication d'implantation. Un autre tracé qui est proche, on commence toujours par la lecture du graphe. Le graphe, ça vous donne ici les fréquences cardiaques sur l'ensemble de l'épisode. Quand vous regardez un tracé ECG, vous allez vous concentrer sur quelques secondes et des fois, vous oubliez l'intégralité de l'épisode. Alors que là, c'est bien de commencer par le graphe parce que vous avez une vision globale. Donc là, on voit les symptômes. Là, on a toujours, donc c'est le moment où il a activé. Et vous voyez, 60 secondes, 300 secondes, 300, ça fait 5 minutes. Donc en fait, il a mis en gros 4 minutes après la syncope pour activer. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux patients. Quand vous perdez connaissance, il n'y a pas une urgence absolue à appuyer tout de suite, parce que ça, c'est extrêmement stressant. Les gens vous disent, attendez, moi, si je perds connaissance, comment vous voulez que j'appuie? Bon, l'idée, c'est vous déplacez avec votre activateur, et quand vous avez perdu connaissance, vous prenez le temps. Alors, vous ne mettez pas 25 minutes avant d'appuyer, évidemment, mais quand même, vous prenez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour vous remettre, et ensuite, vous appuyez. Et on aura le tracé contemporain. Donc là, on voit bien que la fréquence au départ est autour de 100 par minute, et puis, on imagine, il faudra toujours vérifier. C'est pas, sur le graphe, on pense que c'est une bradycardie, mais est-ce que c'est vraiment une bradycardie? Est-ce que c'est autre chose? C'est ça qu'il faudra vérifier. On a des cycles ici très très lents et on a aussi des cycles très rapides. Vous voyez, supérieur à 300. Ça, c'est étonnant. Alors, supérieur à 300 par minute, dans l'immense majorité des cas, c'est un problème de surdétection, c'est un problème de bruit, c'est-à-dire qu'il a détecté du bruit. Alors, et ensuite, on a la fréquence qui revient à la norme. Alors, si on regarde le tracé montre quoi? Il montre que vous avez au départ un rythme normal, et comme tout à l'heure, vous voyez là, on a un rythme qui est normal. Puis, là par contre, ce que l'on voit, c'est que moi je pense, alors, des fois il ne faut pas hésiter à dire je pense, des fois je sais, mais des fois je ne fais que penser, je ne suis pas sûr. Mais là, on a l'impression que le PR s'allonge un peu, vous voyez, l'onde de P, le PR est un peu plus long, et là je pense qu'il y a une onde de P bloquée. Laurent, je t'entends, donc coupe ton son. Là, j'ai une onde de P bloquée. Si jamais il y a une vraie urgence ou quoi que ce soit, je suis devant l'hôpital. Alors, okay. Là, on a des ondes de P bloquées. Encore, là, c'est bloqué, là, c'est conduit. Là, c'est bloqué. Donc là, je pense qu'on est sur une pause en rapport avec du BAV. Mais ce n'est pas facile à voir. Vous voyez,
On voit les zones de paix. Je vous montre ce tracé pour vous dire que parfois, ce n'est pas facile de diagnostiquer, de faire la différence entre dysfonction sinusale et BAV. Au bout du compte, les conséquences ne sont pas importantes parce que de toute manière, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, là, vous avez un patient qui syncope sur une grande bradycardie et donc il aura une indication de paix. Mais bien voir est-ce que ce sont des ondes de paix bloquées ou est-ce que c'est l'absence d'ondes de paix, donc dysfonction sinusale s'il n'y a pas d'ondes de paix, BAV s'il y a des ondes de paix bloquées, ce n'est pas toujours évident. Toujours est-il que là, on voit, hein, encore une fois, une bradycardie majeure. Et ce que l'on avait tout à l'heure sur les cycles rapides, c'est que là, à la fin, il y a du bruit. Alors, sachez que quand un patient syncope, il n'est pas rare qu'au bout d'un moment, vous ayez des trémulations qui font qu'il y a la surdétection d'une activité musculaire. Donc, c'est pas rare. Et donc là, vous voyez, hein, une bradycardie qui est absolument monstrueuse. Hein. Là, il n'y a pas de QRS du tout. Même quand il y a des QRS, ils sont très espacés. En gros, pendant 1 minute, il est pratiquement en arrêt cardiaque, là, le patient. Hein. Donc, il y a vraiment une indication formelle à l'implantation. Mais je vous montre juste ça. Si on revient sur Pierre, ça, oui. Si je peux juste apporter un petit commentaire. Oui. Quand on regarde les tracés, genre des pauses où tu dis on a le doute s'il y a une onde P qui est cachée ou pas, sur Kerlink, nous avons la possibilité d'avoir la fonction de zoom qui permet de zoomer davantage sur le tracé et avoir un décret de certitude majeure si on décèle ou pas des ondes P. Oui. Alors après, les tracés, le zoom, c'est bien, hein, mais en gros, le zoom, tu vois, quand tu zoomes comme ça, tu vois pratiquement aussi bien que quand tu zoomes. Je veux dire, c'est filtré, en fait, le tracé. Par définition, ils sont filtrés. Et donc, même quand tu zoomes, ça peut rester quand même difficile. C'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, tu peux essayer, effectivement, sur le site, d'aller zoomer. Mais ce que je vous montrais là, c'est ça. Quand vous avez des bradycardies, vous avez souvent, paradoxalement, quelques cycles très rapides, en fait, qui correspondent à la surdétection de bruit quand il y a des parasites musculaires, quand le patient va trémuler. Voilà. Alors, on continue. Alors là, je vous montre ça. Ça, c'est un tracé. Voilà, ce graphe, il faut que vous l'ayez en tête. Là, vous avez des fréquences entre 100 et 200 battements par minute et vous avez une grande variabilité dans les cycles. Ça, c'est un patient qui avait, c'est assez rare, hein, on implante quelques patients comme ça, pour palpitation. Alors aujourd'hui, les montres connectées, c'est une indication, à mon avis, qui est bien meilleure que le Holter implantable pour les palpitations. Donc, on en implante très peu. C'est des gens qui n'ont jamais syncopé, qui n'ont pas fait d'AVC cryptogénique, mais il y avait des patients qui avaient des palpitations et on n'arrivait pas au diagnostic. On n'arrivait pas à faire un diagnostic. On a implanté quelques Holter implantables. Bon, mais là, vous voyez, le tracé, il est très caractéristique. Rien qu'avec le graphe, je peux vous dire, ça ressemble beaucoup à de la FA. Cycle entre 100 et 200, très irrégulier. Et quand on regarde, effectivement, vous avez une grande irrégularité dans les cycles. Et ça, c'est un épisode de fibrillation auriculaire. Voilà. Donc, patient symptomatique, palpitation, enregistrement d'une FA. Un autre patient symptomatique, il a des gènes. Vous voyez, c'est rare, hein, qu'on implante ces patients comme ça. On en implante très peu. Aujourd'hui, 99% des gens qu'on implante sont implantés soit pour syncope, soit pour AVC cryptogénique. Il y avait quelques patients qu'on a implantés pour palpitation, pour des gènes. Et quand vous regardez là, vous voyez qu'il disait, tiens, à ce moment-là, je suis gêné. Et ce que l'on voit, est le P, le QRS, le P, le QRS. Et là, vous avez des extrasystoles. Les extrasystoles, derrière une extrasystole, il y a souvent un repos compensateur. Et c'est ça que les gens ressentent. Ils sentent des ratés, en fait. Ils disent, ah, je sens des ratés. Lui, il se trouve, alors il y a plein de gens qui ont des extrasystoles et qui ne les ressentent pas du tout. Du tout. Mais il y a des patients qui sont capables de vous dire, oui, moi je sens quelque chose de bizarre. Et voilà, et lui, le diagnostic, c'était ça. Alors, est-ce que ça valait la peine d'implanter un Holter implantable? Ça peut se discuter, mais en tout cas, on est arrivé au diagnostic. Lui, à chaque fois qu'il y avait une extra, il y a un repos, et il sentait, en gros, un battement raté, et il me disait, je ne me sens pas très très bien. En tout cas, ça nous permet de faire le diagnostic. Alors, est-ce que tu peux revenir sur l'écran, s'il te plaît? Laurent, est-ce que tu peux partager ton écran? Oui. Donc, ça, ce que vous voyez, donc, c'est le symptôme, ce qu'on a vu là jusqu'à présent. Les symptômes, c'est-à-dire, on donne l'activateur au patient, il déclenche, et c'est lui qui décide à quel moment il y a un tracé enregistré. Ça, c'est entre guillemets le gold standard dans le cas de la syncope. La syncope, l'objectif, quelque part, c'est qu'il récidive et qu'il déclenche l'enregistrement et qu'on ait le tracé. Comme ça, on va dire, il y a ou il n'y a pas. Quand il n'y a pas, on a bien avancé dans le diagnostic. Si le tracé reste normal, le premier tracé que je vous ai montré, on a quand même bien avancé. On sait qu'on ne lui mettra pas de pile, on ne lui mettra pas de défibrillateur, ce n'est pas une bradycardie, ce n'est pas une tachycardie. On peut rassurer le patient sur le risque principal de mort subite. Voilà.
on a avancé. Si on a un diagnostic avec une bradycardie et tachycardie, on fera les choses. Ensuite, il y a la capacité pour l'appareil d'enregistrer automatiquement. Donc là, ce n'est plus du tout le patient qui déclenche, c'est l'appareil qui en permanence analyse le tracé qu'il enregistre et quand il arrive à un diagnostic, il va geler un tracé et il va vous le montrer. Et donc, le premier tracé que je vais vous montrer, il y a deux choses, c'est les bradies et les pauses. Vous voyez, la deuxième ligne et la troisième. Alors ça, c'est programmable. Si on prend le critère de pause, une pause, c'est une durée pendant laquelle il n'y a pas de QRS. On va vous dire, donc, si, là, par exemple, c'est programmé sur 3 secondes, et donc, si pendant 3 secondes, il n'y a pas de complexe QRS, il va vous marquer qu'il y a eu une pause, il va l'enregistrer et vous allez pouvoir le voir. C'est programmable, si tu cliques dessus, entre 1 seconde et demie, 3 secondes et 4 et demie. Bon, nous, on a tendance à laisser 3 secondes. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez dans le réglage d'un holter implantable, c'est que l'enregistrement automatique, c'est un plus, mais il ne faut pas que ce soit une charge de travail telle que finalement, ça rende très compliqué le télésuivi de ces patients-là. Plus vous allez mettre des durées courtes, si vous mettez 1 seconde et demie, au moindre QRS qu'il ne verra pas, s'il sous-détecte un QRS, il va vous enregistrer, il va vous dire qu'il y a une pause. Et donc, vous allez avoir des mémoires qui vont être surchargées, de fausses pauses. Et quand vous avez des fausses pauses, ça va geler un tracé, si vous voulez. Et comme il y a un certain nombre de tracés maximum qui peut être enregistré, vous pouvez passer à côté d'informations réelles. Donc, attention aux durées que vous allez programmer, entre 1 seconde et demie, 3 secondes et 4 secondes et demie. Plus vous allez mettre bas, plus vous aurez de faux diagnostics, plus vous aurez de faux positifs. Et donc, plus vous allez surcharger le travail des gens qui font la télésurveillance, et plus vous avez le risque aussi de ne pas enregistrer de vrais tracés de pause. L'autre paramètre, c'est le paramètre de Brady. Donc là, on va voir. Ce que vous allez programmer, c'est que vous allez dire, voilà, je considère qu'un cycle est lent au niveau ventriculaire si il y a plus de 2000 millisecondes, c'est-à-dire une fréquence de 30 par minute entre deux complexes QRS. Okay. Donc, si vous avez un complexe QRS qui est à 2200 millisecondes, entre deux, voilà un intervalle, il va vous dire que c'est une Brady. Et il va enregistrer un épisode de Brady si, là c'est la programmation nominale, si vous avez 4 cycles consécutifs qui sont considérés comme lents. Voilà. Donc, en gros, en termes de bradycardie, vous avez 2 critères, la pause et le critère de Brady. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer des tracés. Alors, voilà un épisode, là, cette fois, détail épisode, Brady. Donc, Brady, là, ce n'est pas du tout le patient qui a initié l'enregistrement, c'est un enregistrement automatique. Et donc, sur un épisode de Brady, je vous ai dit, c'est programmé en nominal à 30 par minute, donc vous avez votre trait, et sur 4 cycles. Il faut 4 cycles consécutifs. Si vous regardez vos cycles ventriculaires, celui-là correspond est lent, puisqu'il est à 30 ou moins, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. À partir de là, il vous dit, j'ai détecté un épisode de bradycardie, puisque j'ai 4 cycles consécutifs qui sont à 30 battements ou moins. Si vous programmez 30, sachez que il vous mettra jamais, si jamais vous étiez, par exemple, donc 2000 millisecondes, s'il y a 2500 millisecondes, il vous mettra quand même 2000 millisecondes. Il vous mettra que 30. Vous n'aurez pas de point en dessous. Bon, ça, c'est une spécificité, pas de grande importance là-dessus. Donc, voilà la Brady. C'est programmé sur 4 battements et à 30 par minute. Et voilà le tracé. Vous voyez ici, un patient avec un PR long, il est conduit en 1 pour 1, ça s'allonge un peu, onde P bloquée. Onde P conduite, onde P bloquée, onde P conduite, onde P bloquée. Et donc, vous avez une succession de cycles. À partir de là, vous voyez, ici, vous avez un cycle VS. Mais là, vous avez un cycle bradycardie, puisque vous avez un intervalle entre les deux qui dépasse 2 secondes. Un autre où ça dépasse 2 secondes, un autre où ça dépasse 2 secondes. Ici, BD, ça fait 1, 2, 3, 4. J'ai détecté un épisode de bradycardie, et donc, je gèle le tracé. Et on va pouvoir... Donc, en pratique, ce patient-là fait des épisodes de BAV, c'est enregistré sur un diagnostic de bradycardie. Indication, un pacemaker. Si vous avez des questions... Pierre, excuse-moi, il y a des questions dans le chat, je crois. Est-ce qu'on peut prendre en compte la morphologie des QRS pour les blocs alternants, par exemple? Merci. Alors, vous, au niveau de l'analyse des tracés, évidemment que vous pouvez, vous,
regarder le tracé et un électro, ça se regarde. Voilà. Alors, c'est une seule dérivation. Hein. Donc, c'est difficile d'aller parler de blocs de branche. Bon, quand les QRS sont larges, on parlera de blocs de branche, mais si l'appareil ne fonctionne pas comme ça. L'appareil, lui, n'analyse pas le QRS pour aller vous parler de blocs de branche. La seule chose qu'il analyse ici, c'est la fréquence cardiaque et est-ce qu'il est là ou pas. Mais vous, par contre, quand vous analysez le tracé, c'est bien que vous pouvez l'analyser en profondeur. Tout tracé. Alors ensuite, voilà un autre épisode Brady. Et vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc, à partir de là, ici, 1, 2, 3, 4, pardon, détecté 4 cycles consécutifs Brady. Alors, Mélanie, puisque tu as participé et que tu es là aujourd'hui, nous sommes ravis. Qu'est-ce que tu me dis sur le tracé là? Donc, voilà un épisode qui est enregistré bradycardie. Alors, vous comprenez bien, c'est que tout à l'heure, on a dit bradycardie, BAV, conséquence, pacemaker. Mais il va vraiment falloir bien analyser le tracé parce qu'un appareil, voilà, il vous montre ce qu'il voit. Encore faut-il qu'il voit bien les bonnes choses. Alors là, qu'est-ce que tu vois, Mélanie, par exemple? Tu es là, Mélanie? Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu dis? Ici, là. Donc, onde P. Oui, onde P, QRS. ok, QRS. Ça, c'est quoi, ça? Une extra? Oui, ça, c'est très Vous voyez, si on analyse d'abord ce que voit l'appareil, il vous met les marqueurs quand il voit quelque chose. Donc, ça, il l'a vu. Ça, il ne l'a pas vu, puisqu'il n'y a pas de marqueur. Et ça, il l'a vu. Donc, lui, il vous dit, les QRS, l'intervalle, il va de là jusque là. Il y a donc plus de 2 secondes. Donc, ce cycle est classé Brady. Celui-là aussi, celui-là aussi. Puis, au quatrième, Brady détecté. OK? Bien. Mais effectivement, tu as raison. Si on regarde bien le tracé, en fait, ce n'est pas qu'il y ait une bradycardie, c'est que vous avez une extrasystole ventriculaire ici. D'accord? Vous avez une extrasystole que l'on dit bigéminée, c'est-à-dire tracé normal, extra, QRS normal, extra, QRS normal, extra. Et en fait, lui, là où il voit une bradycardie, c'est qu'en fait, il n'a pas vu l'extrasystole ventriculaire. Et donc, c'est un problème de détection. Et donc, c'est une fausse bradycardie. Et c'est ça qu'il va falloir bien garder en tête quand vous regardez vos tracés au niveau du holter implantable. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie bradycardie, oui ou non? Parce que là, ça, on a, et ce n'est pas rare du tout, d'avoir ce problème de sous-détection d'une extrasystole ventriculaire. OK? Donc là, le traitement, ça ne va pas être de lui mettre un pace, ça va être éventuellement de lui traiter ses extrasystoles ventriculaires. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, on continue. Cette fois, c'est un épisode de pause. Donc, je vous ai dit, la pause, c'est quand il n'y a pas de QRS pendant 3 secondes en nominal. Là, il vous dit, voilà, ici, j'ai détecté une pause. J'ai des QRS ici, et manifestement, là, il n'y en a plus. Donc, je vais détecter la pause. Pause. Voilà. C'était programmé sur 3 secondes. Mélanie, tu es là toujours? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a même Mélissa à côté, si tu veux. Mélissa, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu dis, Mélissa? Donc là, vous voyez, vous avez un diagnostic Là, de pause on ne ici, voit pas les QRS. parce que vous avez plus de 3 secondes. Qu'est-ce qu'il a pu se passer là? Donc, Là, on voit que des ondes P. Il n'y a pas de QRS. Donc là, c'est du BAV, on est d'accord? Mm. Voilà, là, ça paraît vrai, hein, ce n'est pas un problème de sous-détection du signal. Là, il n'y a manifestement pas de QRS. Donc, ce que l'on a là, c'est un patient qui conduit PQRST et d'un coup, qui va faire du BAV, P, P, P. Au bout de 3 secondes, vous avez l'enregistrement d'une pause. OK? Il va vous dire, ici, le marqueur, c'est AD. Asystolie. Avant, le terme de pause, c'était asystolie, mais bon, peu importe, c'est la même chose. Mais AD, ça veut dire asystolie détectée. C'est clair, ça? Bien. Un autre épisode de pause. Et ici, vous avez des QRS et d'un coup, vous n'en avez plus. Bon, ça, je vous le montre, mais sachez que chez les patients en FA, il peut y avoir, la FA, c'est souvent à conduction assez rapide, mais sachez qu'il y a des patients qui peuvent syncoper et qui peuvent syncoper sur ce que l'on appelle de la FA lente. Vous avez vos QRS ici, et d'un coup, vous avez une pause. Alors, elle n'est pas majeure, cette pause, mais enfin, elle est là quand même. Et vous avez une pause qui va durer quelques secondes et qui va expliquer que vous ayez, voilà, qui dépasse 3 secondes, et donc vous allez avoir l'enregistrement. On retient, chez les patients AFA, c'est tout à fait possible de
de syncoper sur des épisodes de F à lente. Là, qu'est-ce que vous me dites? Donc, encore un tracé qui va être marqué pause. Et il va vous dire une pause détectée. Quel est votre diagnostic? Pourquoi on n'a pas les 6 minutes d'enregistrement avant là? Alors, les 6 minutes, c'est 7 minutes 30 exactement, mais c'est sur les épisodes de symptômes. Alors que sur les épisodes de brady, de pause ou de tachycardie, en gros, c'est, on va dire, autour de 1 minute, 30 secondes avant le diagnostic et 27 secondes après. C'est clair? Il n'y a que 1 minute de tracé au total sur ces épisodes-là. D'accord? Vous avez en gros une trentaine de secondes avant et une trentaine de secondes après. Schématiquement, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est clair? Si vous enregistrez 7 minutes 30, vous allez surcharger vos mémoires. Il y a une capacité d'enregistrement qui est limitée dans ces appareils-là. Et donc, il y a 27 minutes au total qui sont faits pour les épisodes de brady, de tachy et de pause, en gros, pour faire simple. Et donc, le choix a été fait d'enregistrer une durée bien moins longue de tracé. On ne va pas vous montrer tout l'épisode. On ne va pas vous montrer 8 minutes de tracé parce que sinon, vous pourriez enregistrer moins de tracés. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez sur ce tracé? C'est de la sous-détection. Oui, clairement. Hein. On voit bien là, au départ, vous avez vos QRS qui sont bien détectés. Et petit à petit, vous avez la taille des QRS qui diminue, mais on les reconnaît encore. Alors, clairement, on les voit là, on les reconnaît. Et petit à petit, ils vont reprendre une amplitude normale. Ça, c'est pas rare du tout. Bon, la première chose, c'est que le temps de l'implantation est crucial parce que si vous avez une détection qui est vraiment pas bonne à l'implantation, ben vous allez, en gros, si vous avez des toutes petites ondes de R, ça, c'est une première cause. Déjà, si vos ondes de R sont toutes petites, quand vous implantez l'appareil, il va vous dire, voilà, moi, je détecte votre signal et il fait telle taille. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, hein, mais si votre signal est vraiment de toute petite amplitude, déjà, vous vous réservez plein de problèmes parce que vous allez saturer vos mémoires de faux épisodes, par exemple de bradycardie. Là, vous avez vos QRS qui diminuent, vous avez probablement un contact entre les électrodes et la peau qui n'est pas parfaite, et de temps en temps, vous avez des pertes de contact, et vous avez cette taille qui diminue. Et ça, voilà. Alors, il y a aujourd'hui une algorithmie qui est faite pour réduire le risque. Ça a été un progrès. Hein. Quand vous prenez les anciens reveals et les reveals d'aujourd'hui, il y a eu une diminution quand même conséquente du nombre de faux diagnostics. Voilà, du nombre de faux diagnostics de pause. Là, par exemple, il va vous dire, ben là, j'ai une pause, mais il va analyser juste les tracés qui précédaient. Si vous avez des tracés qui sont de toute petite taille, il y a une chance qu'ils disent, bon, attends, ça n'est pas une vraie pause, c'est une sous-détection. Bon, en gros, vous avez des protections. Bon, ces protections ne sont pas parfaites, la preuve, puisqu'ici, vous avez un faux diagnostic de pause, alors que manifestement, c'est un problème de sous-détection. On attend aussi sur la prochaine version du reveal, du prochain link, que ce soit encore amélioré à ce niveau-là. Voilà. Le ratio entre vrai épisode et faux épisode a considérablement progressé depuis quelques années, mais il y a encore une marge de progrès, quelle que soit la marque de l'appareil. Okay. Donc là, on pourra se poser la question de la sensibilité, mais vous pouvez la régler, la sensibilité. Vous pouvez dire, voilà, je vais régler mon seuil de détection, mais vu la taille des signaux ici, je crois que c'est assez illusoire d'arriver au diagnostic. Ok, bien. Alors, un autre diagnostic de pause, bon, on va passer vite, hein, mais là, vous voyez, ce qu'on voit, c'est clairement les QRS. Et je vais passer vite aussi, mais la sensibilité sur les Holters implantables, c'est de la sensibilité adaptative, comme dans le défibrillateur. C'est-à-dire que on détermine le niveau de sensibilité par rapport à l'onde R. Et là, si vous regardez, vous avez des tout petits QRS et de temps en temps, vous avez une extrasystole ventriculaire. Une extrasystole ventriculaire. Et sur cette extrasystole ventriculaire, l'appareil, ici, vous n'avez pas de chance, mais vous avez des tout petits QRS et une grande extrasystole. Sur cette extrasystole ventriculaire, il va régler son niveau de sensibilité par rapport à l'amplitude de ses signaux. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai pas de talon, moi. Ouais, on est ravis que tu n'aies pas de talon, par contre, on t'entend. Rémi, je crois que l'on t'entend. Pierre, on t'entend plus par contre. Hop, c'est bon. Voilà. Vous m'entendez?
Ouais. Bon, oui, merci. Bon, voilà. Donc ça, c'est assez classique aussi. Les extrasystoles, c'est quand même relativement problématique pour pas mal de choses pour la détection. Bien. Alors, si tu reviens sur ton écran, s'il te plaît. Laurent. Laurent, est-ce que tu es là? Ouais, on a juste perdu la connexion, on se reconnecte. Mais c'est pas grave, je vais le faire, Oui. c'est pas très grave. Il y a un autre paramètre qui est le paramètre de tachycardie. Le paramètre de tachycardie, vous pouvez demander automatiquement à la machine d'enregistrer s'il y a un diagnostic de tachycardie. Alors ça, c'est utile dans le cas des palpitations, hein. Évidemment, le patient qui a des palpitations, ben, c'est souvent le cœur qui va plus vite que la norme, donc là, vous allez le régler. Mais aussi, dans le cadre des syncopes, un patient qui va syncoper, il peut avoir une tachycardie ventriculaire, par exemple, et donc on va régler ça. Et là, même chose, vous allez régler une fréquence et vous allez dire, je considère qu'un cycle est rapide quand il est au-delà d'une fréquence donnée. Et deuxième chose, vous allez programmer le nombre de cycles. Vous allez dire, je veux tant de cycles plus rapides que cette fréquence donnée. Par exemple, vous pouvez programmer 170 battements par minute et on va dire, s'il y a 16 cycles consécutifs supérieurs à 170, on va l'enregistrer. Donc voilà ce que ça donne. Un patient qui vient de nouveau pour syncope, qui a récidivé. On voit la fréquence de base ici qui est normale. Et d'un coup, on voit assez nettement une accélération. Vous avez programmé ici votre limite de fréquence autour de, je vais vous dire combien c'est programmé, 158 battements par minute pendant 16 battements. Vous voyez, là, la ligne que vous voyez, c'est 158. Vous avez des cycles qui sont plus rapides, qui sont consécutifs. Au bout de 16 battements, il vous dit, j'ai détecté un épisode. Voilà le tracé. Un rythme sinusal au départ, normal. Puis, clairement, une tachycardie à QRS large qui dure, qui est rapide, hein, puisque vous voyez des intervalles autour de 290 millisecondes, ça fait 200 battements par minute. On peut comprendre voilà, que le patient est syncopé. Il syncope, toujours pareil, hein, quand il syncope, attention, vous pouvez avoir ces espèces de bruits-là en rapport avec la trémulation quand il syncope. Puis, réduction. Voilà. C'est la différence entre une syncope et une mort subite. Dans la syncope, on se réveille, pas dans la mort subite. C'est la seule différence parfois qu'il y a entre les deux. Là, en gros, il perd connaissance, il trémule, et vous avez le rythme qui redevient normal, par chance, et le patient va reprendre connaissance. Donc ça, ce patient-là, syncope, tachycardie ventriculaire, il aura assez clairement une indication à la pose d'un défibrillateur. OK ? On va avancer. Alors, un autre épisode de tachycardie, un rythme normal, une accélération. Ce qui est parfois difficile, c'est comme vous avez une seule dérivation, on comprend bien hein, qu'il y a une tachycardie qui soit enregistrée. Les marqueurs TS, c'est les marqueurs qui correspondent à un cycle plus rapide que la limite de tachycardie. Vous avez ici votre enregistrement, vous avez vos 16 cycles consécutifs, donc il enregistre. Là, c'est beaucoup plus difficile sur un tracé de Reville d'être sûr que, là par exemple, on a l'impression que c'est supraventriculaire, c'est-à-dire que les QRS sont identiques aux QRS en rythme sinusal. Dans une TV, les QRS sont larges. Quand vous avez quelque chose de supraventriculaire, un flotteur, une EFA, une tachycardie atriale, généralement les QRS sont fins et sont similaires aux QRS en rythme sinusal. Là, on a l'impression que c'est le cas, et effectivement, c'est un patient qui faisait des épisodes de flotteur. Mais sachez que des fois, la différenciation entre les deux, c'est pas facile. Hein. Allez dire, est-ce que c'est du flotteur sur une seule dérivation comme ça? Est-ce que c'est de l'AFA, du flotteur, et parfois même une TV, quand les QRS sont pas exactement les mêmes, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je vous ai montré ce tracé. Un autre tracé. Donc là, le graphe, je me répète, je crois, mais c'est quelque chose qui est essentiel parce que on a déjà beaucoup d'éléments de réponse. Si on regarde ce graphe-là, cet épisode, vous avez les fréquences au départ, vous avez une fréquence qui est normale, hein, autour de 80-90 battements par minute, et d'un coup, vous avez une accélération. Et là, on parle de nuages de points, c'est-à-dire que vous avez des points partout, et y compris des points très rapides, supérieurs à 300 battements par minute. Et ça rend très, très, très improbable le fait que ce soit une vraie tachycardie, soit un flotteur, soit une TV, ou même une EFV. Autant de variabilité avec des cycles aussi rapides, c'est très improbable que ce soit une vraie tachycardie. Ça ressemble beaucoup à un problème de bruit. Et quand vous allez regarder le tracé, vous voyez, effectivement, on reconnaît les QRS, hein, ils sont là,
ils sont là, ils sont là. Par contre, se surajoutent des signaux très rapides, voilà, qui surchargent la ligne de base et qui sont souvent détectés. FS, ça veut dire que c'est des signaux qui sont détectés très rapides. Et donc là, l'appareil fait un diagnostic de tachycardie, mais en fait, ça correspond manifestement à du bruit. Alors ça, c'était très fréquent avec les anciens appareils, puisque le plus souvent, c'est quand vous avez une loge qui est un peu large et que le boîtier bouge à l'intérieur de la loge. Alors, les nouveaux dispositifs, les Link, ils sont, pour les implanter, on a un dispositif particulier qui est adapté et la taille de la loge va correspondre à la taille du boîtier. Donc, le boîtier va beaucoup moins bouger qu'il ne bougeait avant. Avant, on faisait la loge du boîtier à la main, au doigt, et on avait tendance à faire des loges un peu grandes, ce qui fait que le Link bougeait à l'intérieur et ça pouvait donner, enfin, le Holter implantable bougeait et ça pouvait donner du bruit musculaire, de la surdétection de muscles. Aujourd'hui, il y a une protection supplémentaire sur les appareils, c'est-à-dire qu'il y a une protection contre ce bruit-là, c'est-à-dire il y a une couche supplémentaire qui a été posée pour éviter les frottements. Et en plus, les tailles de loge sont, à mon avis, beaucoup plus adaptées. Voilà. Toujours est-il que ce patient-là, lui, il va avoir les mémoires surchargées, si vous voulez, surchargées d'épisodes de fausse tachycardie. Un autre épisode, ça aussi, ça paraît très peu plausible que ce soit de l'arythmie vraie. Vous avez un rythme de base, puis une accélération, puis un rythme de base. Donc déjà, si un patient fait une TV ou une EFV, il est généralement quand même, ça lui a fait quelque chose, ce qui fait que le rythme après est souvent différent du rythme d'avant. Si vous faites une fibrillation ventriculaire, voilà, après, vous allez avoir une accélération ou quelque chose, mais c'est rare que vous ayez exactement le même rythme. Par contre, quand il y a du bruit, ici, pas de bruit, du bruit, pas de bruit. La fréquence après et avant est pratiquement toujours la même. Et quand on regarde bien, là, on voit aussi clairement, on reconnaît assez nettement les QRS. Par contre, il y a ce bruit-là avec des marqueurs. Et si vous avez l'habitude de voir ces tracés, ça, on reconnaît la sinusoïde. Ça, c'est du 50 Hz, c'est-à-dire c'est du courant. Voilà. Il est passé à côté de quelque chose qui était mal isolé, un produit de l'électroménager, quelque chose comme ça, une scie électrique, quelque chose qui était mal isolé. Et donc, il a détecté ce bruit avec ce tracé extrêmement caractéristique de 50 Hz. Voilà. Bon, ça permet de lui dire, attention, vous avez un appareil qui n'est pas très bien isolé chez vous. Un autre tracé, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais montrer sur celui-là. Oui, là aussi, très improbable que ce soit vrai. Autant de points comme ça, là, surtout si le patient vous dit, je n'ai pas syncopé. Si le patient vous dit, non, mais je vais très bien, moi, je n'ai pas de problème, la probabilité que vous ayez un rythme supérieur à 300 par minute, elle est quasiment nulle. Donc, soit le patient est mort, là, s'il n'est pas mort, c'est que ça n'est pas une vraie arythmie. Et quand on regarde, voilà, on voit ici, principalement, si on regarde bien, on voit qu'il va y avoir, il détecte bien le QRS, mais il vous met un marqueur aussi sur l'onde de T. QRS, onde de T. QRS, onde de T, QRS. Donc, vous avez un problème de surdétection. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de comment on règle. Voilà, il y a certains paramètres que l'on peut régler, mais quand il y a ce problème de surdétection de onde de T, on peut modifier certains paramètres pour essayer de le réduire. Voilà. Mais une fois de plus, le graphe vous permet d'arriver au diagnostic assez aisément. Ça n'est pas possible que ce soit physiologique. Ça n'est pas possible que le patient ait fait une TV et que le patient n'ait pas perdu connaissance ou ne soit pas mort en fait s'il a ça. Donc, le plus que probable, c'est que ce soit du bruit. Alors, le dernier, et je vais conclure là-dessus, le dernier point qui est essentiel, c'est la capacité de l'appareil à diagnostiquer de la fibrillation auriculaire. Puisque aujourd'hui, en tout cas à Bordeaux et dans la plupart des centres maintenant, plus de la moitié au moins des appareils sont mis dans le cadre d'un AVC cryptogénique. C'est-à-dire un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral, on n'a pas retrouvé de cause, on sait qu'une des possibilités, c'est que le patient fasse de la fibrillation auriculaire. Le patient peut très bien ne pas la ressentir parce qu'elle est souvent silencieuse, asymptomatique. Et donc là, on peut mettre un Holter des 24 heures, mais la rentabilité est très faible. Le mieux, et il y a une indication claire aujourd'hui à la pose de ce dispositif-là, l'appareil, on va le mettre sous la peau, ça va durer 3 ans, et pendant ces 3 ans-là, l'appareil va rechercher s'il y a de l'AFA. Alors l'AFA, ce n'est pas facile comme un diagnostic à faire pour un appareil, mais en gros, il va baser son diagnostic sur l'existence de cycles ventriculaires très irréguliers. Et voilà, donc là, encore,
toute la difficulté, ça va être de diagnostiquer de la FA sans multiplier les enregistrements de fausses FA sur des problèmes autres qui rendraient le rythme cardiaque irrégulier, puisque tout est à peu près basé. Alors, il y a de nouveaux algorithmes qui ont été incorporés. Maintenant, on va rechercher l'existence d'ondes de P, on va rechercher d'autres choses. Mais en pratique, le premier critère, c'est l'irrégularité des cycles ventriculaires. Et retenez que quoi qu'il arrive, il y a un nombre maximum d'épisodes qui peuvent être enregistrés pour chaque problème. Donc, pour la FA, par exemple, il y a un certain nombre. Si vous faites 200 épisodes de FA, s'il diagnostique 200 épisodes de FA, il ne va pas stocker 200 épisodes. Il va enregistrer les derniers, en gros. Donc, si vous avez de nouveaux épisodes, ça va écraser et vous n'aurez plus dans les mémoires les épisodes les plus anciens. Bon, alors il y a des systèmes de protection, mais en gros, retenez ça. Ce qui fait qu'un patient que vous allez implanter, si vous avez 9 épisodes de fausse FA et un épisode de vraie FA, alors ça surcharge le travail des gens qui surveillent, parce qu'ils vont regarder les épisodes qui ne correspondent pas à la FA, mais surtout, le risque principal, c'est que les épisodes de fausse FA écrase les épisodes de vraie FA et que donc vous ne sachiez pas qu'il y a de la vraie FA. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Déjà, bien implanter l'appareil, ça c'est crucial. Le temps d'implantation, il est central parce que si vous n'avez pas de bons signaux au départ, même les reprogrammations que vous pourrez faire après, vous n'allez pas corriger le problème. Donc le temps essentiel, c'est l'implantation. Après, il y a quelques paramètres, on pourra regarder une autre fois, mais comment on peut essayer de les régler pour optimiser le réglage. Mais voilà, retenez ça, attention aux épisodes de fausse FA. Alors là, on a un premier tracé. Diagnostic FA. Donc ça, c'est un diagnostic automatique. Alors, si le patient est symptomatique, il peut toujours l'enregistrer de lui-même. Et voilà, j'ai déclenché et j'ai enregistré. En pratique, vous avez un rythme qui est normal et vous avez cette irrégularité ici. À un moment donné, vous avez une accélération et vous avez, là aussi, c'est un nuage de points, mais si vous comparez par rapport au bruit, il est beaucoup plus ramassé, votre point. Vous n'avez pas des points jusqu'en haut. Vous n'avez pas des points supérieurs à 300 par minute. Vous êtes autour de 120. Ça paraît tout à fait compatible avec un vrai épisode de FA. Si on regarde le tracé, au départ, le patient est sinusal. Et on est là, au départ. On est là, ici. Donc là, le rythme est normal, autour de 50 battements par minute. Et puis, à un moment donné, vous avez une accélération et vous avez des QRS qui restent fins et qui deviennent très irréguliers. Et là, on arrive assez facilement au diagnostic des diastoles longues, c'est-à-dire des cycles longs, des cycles plus courts, une tachycardie à QRS fin, très irrégulière. Le premier diagnostic auquel on pense, ça va être la fibrillation auriculaire. Et vous allez avoir, voilà. Et donc, lui, il enregistrera la FA au bout de 2 minutes. La FA détectée, il va enregistrer, il lui faudra un minimum de 2 minutes pour enregistrer l'épisode de FA. Et il vous montrera ces 2 minutes de diagnostic. OK ? On a récupéré le programmateur, si tu veux, Pierre. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. Je vais vous montrer un tracé. Alors, je pourrais vous montrer plein de tracés, mais voilà un tracé où là, c'est un diagnostic de FA. Il vous dit, j'ai enregistré de la FA. Et si vous regardez bien votre tracé, vous voyez qu'en fait, tout le long, vous avez des ondes de P, QRS, P, QRS, mais ce que vous avez, ce sont des extrasystoles ventriculaires. Et vous avez des extrasystoles. Alors, il y a un algorithme qui est fait pour que l'appareil reconnaisse qu'il s'agisse des extrasystoles. Mais lui, je vous rappelle, il base son diagnostic de FA sur l'irrégularité. Il vous dit, voilà, là, mes QRS sont très irréguliers, donc je suspecte qu'il y a de la FA. Quand il suspecte de la FA, il va essayer de regarder, ça aussi c'est programmable, est-ce que ça ne pourrait pas être des extrasystoles? Mais son algorithme, il est fait pour reconnaître les extrasystoles quand vous avez une séquence à peu près établie, c'est-à-dire battement normal, extra, battement normal, extra, battement normal, extra. Là, par exemple, ici, vous avez une alternance normal, extra, normal, extra, normal, extra. Mais si vous regardez bien, à un moment donné, il a 2 extras à la suite. Il en a 2. Là, il en a qu'une. Là, il en a 2. Là, il en a qu'une. Les séquences, elles ne sont pas aussi caractéristiques. Là, vous avez 2 battements normaux, puis une extra. Ça, il a du mal à faire la différenciation à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il arrive au diagnostic de fibrillation auriculaire. Il vous le montre. Et là, évidemment, on ne va pas prendre son diagnostic pour argent comptant. Un patient qui a fait un AVC cryptogénique, si vous diagnostiquez de la FA, ça va avoir des conséquences, c'est-à-dire que ce patient sera mis sous anticoagulant. Et puis vous allez dire, j'arrête toute recherche pour son AVC, son problème, c'est la FA.
Là, il est évident qu'en aucun cas, vous allez démarrer un traitement par anticoagulant parce que là, c'est un problème d'extrasystole ventriculaire. Alors, une fois de plus, il y a aujourd'hui des algorithmes qui sont faits pour arriver au diagnostic d'extrasystole. Il va vous dire, je reconnais l'extrasystole. Ce qu'il va faire aussi, c'est chercher l'existence d'ondes de P qui précèdent les QRS. Mais bon, voilà, il y a des limites à chaque fois. Il y a des limites à chaque fois à ces protections d'algorithmes parce que lui, il veut garder une sensibilité pratiquement de 100%. Il veut quand même vous montrer tous les épisodes de FA. Donc, dans le doute, il va vous dire plutôt c'est de la FA plutôt que ça n'en est pas. Voilà. Donc, après, là, on est dans le cadre de l'AVC cryptogénique. Tu peux me montrer le programmateur, s'il te plaît? Et on va terminer là-dessus. Il y a une question également, Pierre. J'ai vu, oui. Montre-nous le programmateur. Il faut nous donner l'accès, Pierre. C'est à qui? À Laurent? À Laurent. Oui. Non, à Thomas. Non, il faut juste que tu arrêtes de partager ton écran, c'est tout. Non. Post disable participant screen sharing. Ah oui, non, c'est que j'ai pas le droit de Bon, c'est pas grave. Alors, on va conclure là-dessus. Donc, en pratique, voilà. Cool. Un des paramètres qui est essentiel, c'est la durée des épisodes de FA. Donc ça, vous allez pouvoir programmer à partir de quand il va enregistrer un tracé, c'est-à-dire la durée minimale. Vous avez le choix entre tous les épisodes. En gros, il faut 2 minutes. Vous pouvez programmer 6 minutes et après, vous pouvez dire, je veux jusqu'à, je ne sais pas combien, mais enfin des épisodes qui sont longs. Ça, c'est un paramètre qui est essentiel parce qu'en fonction de comment vous allez le programmer, si vous dites, moi, je ne veux que si l'épisode dure 6 minutes, vous en aurez moins que si ça dure 2 minutes. Par contre, voilà. Les neurologues, ils sont assez demandeurs, dans le cas de l'AVC cryptogénique, à voir tous les épisodes de FA, c'est-à-dire les épisodes qui durent plus de 2 minutes. Parce qu'ils nous disent, si je vous ai dit de mettre un holter implantable chez ce patient-là avec AVC cryptogénique, c'est que je n'ai pas de cause. Et si je trouve un vrai épisode de 2 minutes, eh bien, j'anticoagulerai mon patient. Donc, en gros, dans le AVC cryptogénique, moi, j'aurais tendance à mettre 2 minutes. Voilà, 2 minutes, c'est-à-dire tous les épisodes, en pratique. Bien, ça, c'est une donnée importante aussi. C'est que si vous programmez tous les paramètres, les bradys, les tachys, tout ça, il y a des chances, en fait, que ça écrase. Vous aurez moins d'épisodes de FA qui seront enregistrés. Donc, je vous dis ça, je vais implanter les holters implantables dans le cas de l'AVC cryptogénique. Moi, dans ce cadre-là, un patient qui est implanté pour AVC cryptogénique, s'il n'a jamais fait de syncope, et c'est l'immense majorité des gens, s'il n'a pas un gros bloc de branche, par exemple, je ne programme pas les bradys, je ne programme pas la tachy, je mets sur off. La capacité d'enregistrer sur les pauses, je mets sur off. Les épisodes symptomatiques, je les mets sur off. Je ne mets que la FA et je mets soit 2 minutes, soit 6 minutes. Pour les patients avec syncope, l'enregistrement de la FA, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Je peux le mettre, mais ça ne me choque pas du tout si on l'éteint. Pour la syncope, on va dire, ce que je veux, c'est des épisodes symptomatiques et éventuellement des épisodes automatiques de bradys et de tachy, mais pas forcément la FA. Donc, en gros, il faut adapter sa programmation en fonction des indications. Et je vous répète, pour la FA, pour les AVC cryptogéniques, moi, par exemple, je ne mets pratiquement jamais ni les bradys, ni les tachys, ni les pauses, et ni les épisodes symptomatiques, parce que quand ils sont là, dans l'immense majorité des cas, c'est les AVC cryptogéniques sur FA silencieux. Et je privilégie la capacité de l'appareil à enregistrer des épisodes de FA automatiquement. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Pas de questions? Tu as une dernière question, Pierre. Une fois la FA découverte sur l'indication d'AVC, que faites-vous du moniteur cardiaque? Explantation, réglage de paramètres, arrêt du suivi en télécardio. C'est une bonne question. En pratique, bon, d'abord, c'est toujours plus difficile à enlever qu'à mettre. Bon, mais ça, c'est un détail. Mais en pratique, bon, il faut toujours se poser la question une fois qu'on est arrivé au diagnostic. Il peut être intéressant, objectivement, de dire ce patient, si le patient est passé en FA chronique, par exemple, si le patient est en FA permanente et que je n'ai pas décidé de traiter sa FA, je pense qu'il faut le lui enlever. Parce que bon, on a diagnostiqué la FA, on commence le traitement par AVK ou par anticoagulant, et donc
je le laisse en FA, ce patient, il est en FA permanent. Si c'est de la FA paroxystique ou si c'est de la FA sur lequel je vais choquer, ou je vais faire une ablation, ou je vais donner un traitement antiarythmique, ça m'intéresse d'avoir les données du Holter implantal pour savoir si mon traitement a été efficace. Donc là, j'aurais tendance à le laisser pendant un certain temps jusqu'à la fin de vie de l'appareil. Donc en gros, si la FA est permanente et que je décide de le laisser en FA, ça ne sert à rien de le suivre. C'est sûr que je vais couper toutes les alertes de télémédecine et parce que je ne veux pas surcharger. Et puis surtout pour le patient, ça ne sert à rien puisqu'il sera en FA 100% du temps. Donc là, j'enlèverai l'appareil. En revanche, si je débute un traitement, je pense, et c'est ce qu'on fait en pratique, on a tendance à le laisser pour pouvoir juger de l'efficacité de ce traitement-là. Après, c'est toujours un ratio. Là, en tout cas, on est sorti du cadre de l'urgence. Donc, chez ce patient chez qui on a diagnostiqué la FA, on met le traitement anticoagulant, on met un traitement antiarythmique et je veux juger de l'efficacité. Ça ne me choque pas du tout, et je pense que c'est ce qu'on ferait en pratique, de couper tout ce qui est télétransmission de télémédecine, parce que voilà, là, on reverra le patient une fois par an, par exemple, ou une fois tous les 2 ans, et ça suffit largement pour aller faire le point à ce niveau-là. Des questions? Non. Bon, il restera un 3e topo où là, on fera les spécificités du contrôle par télémédecine. Voilà, le quotidien. Qu'est-ce que c'est contrôler en télémédecine? Voilà, comment on va connecter le patient, qu'est-ce qu'on lui dit au patient et ensuite comment on le suit, voilà, avec quelque chose, à mon avis, de très pratique à ce niveau-là. Voilà, les amis. Ça sera le 15 novembre. Le 15 novembre. À 13 h. Même heure. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci Pierre. Bye. Merci pour la présentation.